Donc ma première question va à Jean-Yves Le Naour. Donc vous êtes historien, vous étiez enseignant, je crois que vous avez arrêté l'enseignement. Qu'est-ce qui vous a donné envie un jour, tout en continuant votre métier d'historien, d'écrire des scénarios de bande dessinée? Est-ce que c'était un prolongement naturel de ce que vous faisiez jusqu'à présent? Parce que vous avez écrit quand même pas mal d'ouvrages. Pourquoi tout d'un coup la BD vous a tenté? Oui, voilà. Avec le micro, c'est mieux, oui. Oui, c'est pas si facile que ça de répondre à cette question. Alors bien sûr, je pourrais dire que quand on est professeur, on est dans la transmission, hein, bien sûr. Et que la bande dessinée, c'est un formidable média pour transmettre aussi de l'histoire sous une autre forme. Bien sûr, l'histoire est fictionnée, elle est mise en scène. Ce n'est plus un cours d'histoire, hein, c'est plus l'histoire avec toute sa rigueur, etc., avec notes de bas de page, etc. Mais c'est une façon peut-être plus ludique d'apprendre l'histoire. Donc il y a peut-être une continuité. D'autant plus que je suis historien, mais j'ai aussi, donc j'ai écrit des ouvrages de recherche, mais j'ai aussi écrit des ouvrages pour le grand public, comme par exemple la Première Guerre mondiale pour les nuls, par exemple. Donc des ouvrages sur la carte postale pendant la Grande Guerre. Donc des ouvrages tournés vers le grand public, qui étaient déjà une sorte de pont entre la recherche et la diffusion de la recherche auprès du public. Donc la bande dessinée, c'était peut-être dans un prolongement, mais en réalité, je crois qu'au fond de moi, depuis longtemps, il y a cette petite passion de la fiction, du roman, cette frustration de ne pas faire de la littérature, au fond. Parce que quand on fait de l'histoire, on n'a pas à inventer. On va dans les archives et on raconte. Et quand on ne sait pas quelque chose, on dit « Ah, que s'est-il passé dans cette réunion? Il n'y a pas de procès verbal. Personne n'a témoigné là-dessus, mais on sait qu'une décision a été prise ensuite, donc on peut imaginer que, etc. » Bon, on est dans la rigueur. Quand on est dans la fiction, on est dans la liberté. Et le problème, c'est que quand on est dans la liberté, il faut avoir ce talent de la narration. Et quand j'étais adolescent, j'aurais tellement voulu être romancier, mais je trouvais que je n'avais pas le talent. Alors je me suis orienté vers l'histoire parce que là, on n'a pas besoin d'inventer. On a besoin de raconter. Oui, c'est ça, parce que quand vous travaillez sur une matière historique, vous travaillez sur l'histoire un peu avec un H majuscule, mais là, il faut inventer des histoires, ce qui n'est pas du tout la même démarche. C'était quelque chose que vous aviez quand même essayé avant de vous lancer, ou est-ce que vous avez commencé pour la première fois à raconter des histoires en publiant chez Bambou? Ah ben je crois que... Oui, alors oui, attendez. J'ai écrit un roman en 2014, et j'ai écrit une pièce de théâtre en 2014, qui tourne toujours actuellement. Mais effectivement, les scénarios de BD sont antérieurs, ce qui fait que je crois que c'est peut-être aussi ce qui m'a débloqué. Et parce que maintenant, je fais aussi des scénarios de BD de fiction avec la petite fille qui voulait voir la guerre. Là, cette fois-ci, c'est plus Verdun. Là, on est dans l'histoire. Je ne sais pas si vous avez lu la série sur Verdun, mais on va en parler. Mais chaque tome raconte une histoire qui est vraie. Bien sûr, c'est mis en scène, mais ce sont des histoires qui sont vraies. Mon pari, c'était de considérer que dans la BD historique qu'on trouve généralement partout, chez un certain nombre d'éditeurs, on vous raconte des histoires qui sont fausses. On invente une histoire d'amour sur fond de Seconde Guerre mondiale. Et le fond de l'histoire est vrai. Donc les détails sont vrais, le fond de l'histoire, et l'histoire est fausse. Ouais, et moi je me suis dit, mais l'histoire, elle est incroyablement romanesque. Il n'y a pas besoin d'inventer. Il y a tellement de rebondissements dans l'histoire. Il y a des histoires qui sont absolument folles et qui sont vraies pourtant. Ou qu'aucun scénariste n'imaginerait. S'il l'imaginait, on dirait ça va pas marcher. C'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. Enfin voilà. Alors je me suis dit, tiens, je vais raconter des histoires vraies. Avec des détails faux nécessairement, parce que parfois il faut inventer des situations, il faut inventer des dialogues, il faut combler des vides quand on ne sait pas, ce que ne fait pas l'historien. Mais je restais quand même dans le cadre de l'histoire, et peut-être que, mais en mettant un pied finalement dans la mise en scène de l'histoire, voilà. Et ça m'a peut-être débloqué. Maintenant, je suis peut-être mûr pour passer à autre chose, à sortir de l'histoire. Justement, je voulais vous demander quelle était votre part de liberté et de création. Je pense par exemple à cette biographie de De Gaulle en bande dessinée que vous avez publiée chez Bambou. À un moment, il y a une scène dans un avion, pendant mai 68. Pompidou dit quelque chose à De Gaulle et De Gaulle le reprend en lui faisant comprendre qu'il n'a pas dit mon général. Alors ça, c'est quelque chose que vous inventez. De même qu'à un moment, il y a un dialogue entre De Gaulle et le général Gamelin.
en 40. Et De Gaulle pense, il vient d'envoyer une réplique à Gamelin et il pense, tiens, prends-toi ça dans les dents. Là, on est dans l'invention pure et simple quand même. Oui, le tien, prends-toi ça dans les dents, oui, ça c'est sûr qu'il n'a pas dit cela, mais d'ailleurs, je le fais penser cela. Hein. Oui, mais il faut voir aussi, faut voir aussi que les dialogues sont très tendus, hein, et ça, on a les témoignages, on a les récits, et donc dans cette tension où on s'insulte, on s'insulte pas, mais on est dans l'affrontement, c'est vraiment très tendu, c'est évidemment ce qu'on pense, hein, on pense des choses plus crues. Hein. Pour De Gaulle, oui, il y avait un gros problème pour De Gaulle, enfin pas un gros problème, c'est que il fallait vraiment pas du tout inventer, parce qu'il y a tellement de gens qui connaissent l'histoire de Gaulle. Il y a la fondation Charles de Gaulle qui nous accompagnait, qui rédigeait les textes, ensuite le petit dossier de 8 pages. Et évidemment, on ne pouvait pas se permettre d'inventer quoi que ce soit. Mais l'histoire de Charles de Gaulle est romanesque en tant que telle, donc on n'avait pas besoin. Alors, cette histoire où ils sont dans un avion, où De Gaulle est dans l'avion et il va en Roumanie. Il vole vers la Roumanie et là, il a oublié le nom du Premier ministre qui doit l'accueillir à l'aéroport. Alors, il téléphone de l'avion à Pompidou. Ils avaient des espèces de téléphones déjà. Enfin bon, je sais pas ce que c'est, du téléx ou je sais pas quoi. Et il téléphone à Pompidou en disant... Connaissez-vous? Un atelier dessiné, c'est gagné, est en préparation. Si certaines personnes veulent participer, c'est à l'espace dessin. Connaissez-vous le nom du Premier ministre Un atelier dessiné, c'est gagné, est en préparation. Si vous souhaitez participer, c'est à l'espace dessin. Connaissez-vous le nom du Premier ministre roumain? Et là, Pompidou répond oui. Je ne sais pas si c'est du téléx, etc. Donc, De Gaulle, de nouveau, s'adresse à Pompidou. Oui, qui? Et Pompidou répond oui, mon général. Bon. Alors, cette histoire, on en raconte tellement sur De Gaulle qu'il est possible qu'elle soit apocryphe, que ce soit faux, que ce soit une histoire drôle. Et d'ailleurs, je l'ai fait tenir là pour le voyage en Roumanie, mais en réalité, cette histoire se serait tenue dans un voyage en Amérique latine, en 67. Donc j'ai fait une petite transposition 67-68, parce que je trouvais la blague drôle. Alors, c'est plausible, oui, c'est plausible. On en raconte beaucoup, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais c'est quelque chose qu'on raconte. Ça fait partie des blagues du général de Gaulle. Le général de Gaulle est quelqu'un de très féroce, il a des mots très très violents, très durs. C'est comme Clémenceau, quoi. Ça fait partie de ces deux hommes politiques. Il y a Churchill aussi, qui ont des mots toujours très féroces sur leur entourage. Faut travailler avec eux, ça ne devait pas être facile. Quand vous écrivez des bandes dessinées historiques, est-ce que c'est une manière de dire au lecteur, par exemple sur Verdun ou sur De Gaulle, voilà, c'est pas la peine de lire les biographies, lisez ma bande dessinée, vous apprendrez tout, ou est-ce qu'au contraire c'est une manière de dire, ça peut être une ouverture, ça peut être une incitation à aller voir plus loin une fois que vous refermez l'album et d'approfondir le sujet? C'est une sorte d'entrée en matière dans le sujet traité? Alors, c'est pas une entrée en matière, c'est la bande dessinée, le roman, le cinéma, un livre d'histoire, c'est des genres particuliers. Et effectivement, si vous lisez une bande dessinée et que si ça vous donne envie d'aller lire une biographie ou d'aller voir un film, un téléfilm qui parle de l'appel du 18 juin, etc., tant mieux, c'est formidable. J'en suis très heureux. Mais je ne conçois pas une bande dessinée comme uniquement un marchepied qui viserait à aller plus loin. Si des gens veulent aller plus loin, mais tant mieux que s'ils veulent lire des biographies, etc. Mais on peut très bien avoir le phénomène inverse. Quelqu'un qui a lu sur De Gaulle une biographie et puis qui voit une bande dessinée, qui se dit tiens, mais voilà, comment on raconte l'appel du 18 juin en bande dessinée ce n'est pas, les gens ne doivent pas être enfermés dans des cases. Je ne lis que de la BD, je ne lis que de l'histoire, je ne vais que voir que des films au cinéma, et je ne lis pas de livres, etc. Je pense que les gens, ils peuvent passer d'un genre à l'autre assez librement. Et donc moi, je suis ravi si on peut passer si ma BD sert à cela, mais elle ne sert pas qu'à cela. C'est une œuvre en tant que telle, comme un roman. Oui. Quand on lit de la BD, mais par la force des médias. Alors je fais une petite parenthèse, je me tourne maintenant vers Marco, donc le dessinateur des Godillots, qui nous dessine un des deux personnages de sa série qui vient de s'achever avec le tome 5, paru récemment, ou qui va paraître, qui est paru il y a une semaine, donc je n'étais pas très loin. Donc Marco a cette particularité de pouvoir parler en dessinant, ou le contraire, comme vous voulez. Donc par contre, je tiens le micro.
Est-ce que tu peux nous présenter le personnage en quelques mots? Non, en fait, là, même s'il est dans une attitude un petit peu violente, parce qu'il y a des jets de tout et n'importe quoi, ça reste Palette, l'un des personnages principaux de la série, qui compose l'escouade des Godillots, en fait. Voilà. Merci. Alors, souvent, quand on pense à la Première Guerre, à 14-18 et à la bande dessinée, beaucoup pensent à Tardy, qui a fait beaucoup dans ce domaine. Les Godillots, c'est une œuvre très différente, à la fois drôle, tendre, avec de la fantaisie, de l'humour. Ça veut dire qu'il y a différentes manières d'aborder un sujet aussi grave que 14-18. On n'est pas obligé d'en parler de manière tragique, comme c'était souvent le cas jusqu'à présent. Alors moi, je m'appuie sur le travail de Jean-Yves, qui lui est vraiment un historien qui va pouvoir appuyer ce que moi, éventuellement, je pourrais imaginer. C'est que, par exemple, il ne faisait pas que se battre sur le front. Ces soldats-là, quand ils passaient le parapet, en général, ils mouraient. Mais 90% de leur temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils poireautaient, ils attendaient, ils vivaient. Et en fait, les Godillots, c'était ça, raconter un peu ces 90% du temps. Ensuite, quand l'idée des Godillots est arrivée, je me suis carrément posé la question, qu'est-ce qui existe sur la Grande Guerre en bande dessinée? Et forcément, on tombe sur Tardy. Et d'autres, après, il y a de Crécy, du Monteuil, il y a Notre Mère la Guerre, il y a plein de choses qui ont été faites. Et dans l'étagère de la Grande Guerre, il n'y avait pas encore comment aborder la Grande Guerre sur un pas un petit peu plus léger. Comment sortir les poilus de leur boue, cette image qu'on a de ces poilus en noir et blanc, comment leur redonner de la vie. D'ailleurs, si on remarque, si on prend les travaux de Tardy, il revient au noir et blanc, hein, et il revient au noir et blanc sur une image qu'on a. Donc, comment redonner de la vie à ces personnages-là, à ces personnes-là. Donc, on a décidé de les mettre en couleur. D'ailleurs, le premier article très flatteur qu'on a eu sur le tome 1, on nous a appelé les tuniques bleues de la Grande Guerre. C'était un petit peu le projet, comment partir en aventure sur un fond historique très sérieux quand même, parce que pour faire une fiction, pour la rendre crédible, il faut s'asseoir quelque chose d'extrêmement précis, d'où l'apport de Jean-Yves dès le début du tome 1, qui font que maintenant, par exemple, les Godillots sont mascottes du mémorial de Verdun, c'est pas pour rien non plus. Jean-Yves, justement, vous êtes intervenu de quelle manière sur la série, sachant qu'il y a un scénariste qui est Ollier, mais vous avez travaillé tous les deux avec Marco. Bon, il se lève, tout le monde se lève, mais restez assis. Hein. Sauf, tout le monde est debout, alors voilà. Ben, en réalité, il dit que je l'ai aidé, mais c'est pas vrai. Il travaille tout seul comme un grand. Je crois que parfois, tu avais quelques questions, alors tu t'adressais à des historiens et personne ne te répondait. Et je suis le seul historien qui lui a répondu. C'est le seul, effectivement, qui a répondu à mes emails. Voilà. Donc ici, à ma place, là, il pourrait maintenant y avoir quelqu'un d'autre qui aurait fait 10 bandes dessinées chez Bambou, mais non. Voilà, c'est moi qui ai profité du truc. Je profite aussi pour dire que Jean-Yves, l'apport que Jean-Yves a, c'est un apport, moi, qui m'intéresse. Parce que pour tout ce qui est détail de la Grande Guerre, il y a un forum, il y a des forums, il y a des gens, il y a des gens extrêmement passionnés. On peut rencontrer quelqu'un qui est passionné des matricules de la Grande Guerre. C'est le spécialiste des matricules de tous les camions de la Grande Guerre, ou passionné de l'obus de 75. Ça, c'est intéressant, je vais les voir. Moi, l'apport de Jean-Yves est intéressant. C'est par exemple quand me raconte le tome 4 des Godillots se passe sur Verdun. Voilà. Je me rappelle d'une anecdote de Jean-Yves qui me disait, il y a une image qui est frappante, les gens qui reviennent du front de Verdun dans des états déplorables, à moitié amochés, à moitié morts, dans des états pourris, ont le sourire aux lèvres. Ceux qui montent sur le front, habillés proprement, n'ont pas le sourire. Et en fait, ce que m'apporte Jean-Yves, c'est un état d'esprit. Parce qu'il a un regard global sur cette période-là, et puis même plus loin. Ce qui fait que moi, voilà, c'est l'apport, comment politiquement ça se passait, comment humainement, voilà. Et c'est cet apport-là que moi je vais rechercher. Je me suis assez vite rendu compte que si je le posais, oui, combien il y a eu de morts à telle bataille de Charleroi, il me disait, moi je ne sais pas quoi. Voilà. C'est l'apport psychologique général de la Grande Guerre qui m'intéresse chez Jean-Yves, avec Jean-Yves. C'est que la BD, c'est, comment dire, il y a de l'émotion dans une bande dessinée. Il y a des sentiments, il y a des choses qui doivent se faire, qui relèvent du ressenti. Hein. On doit sentir. La guerre, c'est aussi une expérience sensorielle. Et on le dit, voilà, c'est pas toujours facile à passer. C'est-à-dire quand vous montez à Verdun,
Imaginez, vous êtes la nuit, vous montez à Verdun. Déjà, des kilomètres auparavant, vous avez le bruit. Mais le bruit, et plus vous montez, plus vous approchez, plus vous avez ce bruit. Ça s'entend pas dans une BD, mais il faut réussir à le faire sortir. Bien sûr, on entend braum, 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 hein, on écrit les onomatopées. Et puis vous avez aussi la nuit, mais c'est illuminé. Vous marchez vers un feu d'artifice. Voilà, vous allez au calvaire, au Golgotha. C'est sensoriel. Et il faut que la bande dessinée, comme le cinéma, c'est quelque chose qui doit réussir à nous toucher, à toucher les émotions, à faire rire, à faire pleurer, à angoisser, etc. Quand tu parles d'émotion, il y a des anecdotes que moi j'ai par rapport au Godillot. Les gens, et ça m'est encore arrivé, je fais beaucoup d'écoles parce que maintenant les Godillots sont rentrés dans le cursus scolaire. Les profs trouvent un moyen de rentrer dans la Grande Guerre avec une porte, on va dire, plus éclairée, plus jolie, on va dire, entre guillemets. Et on m'a encore offert, là j'attends, quelqu'un qui m'a dit, Bété, moi j'ai dans mon placard de mon arrière-grand-père un outillage pour nettoyer les fusils. Et au lieu que cet outillage est en train de pourrir ou de prendre la poussière dans un placard, je préfère te l'offrir. Et moi, ça me permet après de refaire vivre ces objets-là. Je me souviens d'une anecdote en festival, une dame est arrivée avec une boîte en métal, avec dedans les médailles de son grand-père et avec la photo. Olière et moi, Olière qui est le scénariste qui doit être par là, on avait des casques Adrien, on a mis les médailles, puis on a commencé à faire comme ça. La dame pleurait en face. Après, sur les réseaux sociaux, on s'est fait incendier, ouais, la mémoire, ça et tout, mais non, on leur a expliqué. Cette femme était heureuse, on a refait vivre son arrière-grand-père. Et ça, c'est de l'émotion, et c'est ça. Ça sert à ça. Et on peut, je veux dire, parler de cette période-là sans avoir le poids. Bon, il faut le respecter par contre, mais on peut en parler sans avoir ce poids-là du passé. Voilà, le passé est vivant encore, hein, donc on continue à le faire vivre. Surtout que maintenant, les derniers poilus officiels sont morts. Donc maintenant, ce propos-là n'est qu'un propos soit politique, et on sait que c'est politique. Ça peut être politique, et ou dans les voix des historiens. Et je crois qu'en tant qu'artiste et auteur de bande dessinée, on peut aussi en parler. Jean-Yves, vous parliez de cinéma. Quels peuvent être les points forts de la bande dessinée? Asseyez-vous, on ne va pas rester debout. Quels peuvent être les points forts de la bande dessinée par rapport au cinéma? Il y a par exemple eu le film Au revoir là-haut qui est sorti il n'y a pas très longtemps où on voit des images terribles de la guerre. Est-ce que la bande dessinée vous paraît parfois limitée par rapport à ce que propose le cinéma? Parce que vous parliez du son. Ou est-ce qu'elle a au contraire des avantages que n'a pas forcément l'image animée? Là, c'est la colle. Les liens entre BD et cinéma. C'est la colle. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a un lien. Alors, est-ce que le cinéma a quelque chose de supérieur? Bah oui, puisqu'il a une dimension supérieure. Il y a une dimension qui est... il n'y a pas de case. Hein. L'action se déroule. Il y a aussi le son. Donc, évidemment, il y a une dimension supérieure au cinéma par rapport à la bande dessinée. Sinon, le langage de la bande dessinée et le langage du cinéma, c'est le même. Plan moyen, zoom, contre-plongée, machin, etc. C'est le même langage. Donc il y a vraiment des liens. Et moi qui travaille pour la télévision, pour des documentaires historiques, etc., pour les films, pour les téléfilms, eh bien, on commence par quoi avant de tourner? On commence par un storyboard. Et parfois aussi pour les documentaires télé, quand c'est des documentaires de prime time et où il y a de l'argent, et il faut savoir exactement par quoi on va commencer, etc. Quand on fait des scènes de docu-fiction, hein, quand on fait des scènes de fiction, qu'on a des acteurs à les diriger, etc., eh bien, on fait un storyboard. Et les films, on ne fait pas un film sans storyboard. Qu'est-ce que c'est un storyboard finalement? C'est une bande dessinée. C'est-à-dire qu'on va d'abord raconter le film, on va d'abord le mettre, le scénario qui est sur papier, on va d'abord le mettre en image, mais en image voilà, sur une feuille, hein, voilà, avant de le mettre en image, comme ça au cinéma, avant de le tourner. Pour savoir où on va positionner la caméra, si on le met... C'est déjà un film qu'on réalise, hein, bien sûr, avec des dimensions en moins par rapport au cinéma, mais on le réalise déjà sur le papier. Donc voilà, il y a vraiment une passerelle entre la bande dessinée et le cinéma, et c'est pas pour rien finalement que le titre de la collection adulte Histoire de Bambou s'appelle Grand Angle. Voilà, Grand Angle, c'est de la bande dessinée comme au cinéma, voilà. Et beaucoup de bandes dessinées sont adaptées au cinéma, hein, puisque c'est déjà un storyboard qui
qui peut tenter des producteurs, des réalisateurs. Oui. C'est souvent le cas d'ailleurs. Une question que je me posais, est-ce que votre travail de scénariste a influencé votre travail d'historien? Est-ce que vous appréhendez différemment maintenant votre travail d'historien à la lumière de cette expérience de scénariste? Ou pas du tout? Non, pas du tout, oui, c'est vraiment des choses différentes. Mais dans ma manière d'écrire, moi, on m'a oui, moi, on m'a toujours dit dans ma manière d'écrire, avant que je fasse du scénario, que, comment dire, même si je m'efforce à la rigueur, etc., parce que vous savez, l'historien doit être impartial, il faut surtout pas, il faut être au-dessus des choses, il faut être omniscient, mais en même temps, faut dire les choses telles qu'elles se passent et pas en fonction de comment elles vont se passer ensuite, etc. Moi, on m'a toujours dit que j'avais une écriture, proche du roman. Voilà, ça c'est mon envie de jeunesse qui est toujours là. Et pour certains, ils apprécient en disant le roman et l'histoire relèvent d'un genre qui s'appelle la littérature, même si au XIXe siècle, l'histoire a voulu se séparer de la littérature pour se dire science. Bon, hein, on peut vraiment en débattre sur est-ce que l'histoire est une science qui... Bon, enfin bon. Le débat, c'est pas vraiment une science, mais enfin bon. Mais il n'en reste pas moins que ce sont des mots et des phrases, donc ça relève du genre littéraire. Alors, pour paraître, comment dire, la littérature, c'est le mensonge. La littérature, c'est justement les sentiments. C'est ce que le cinéma, c'est la bande dessinée, etc. C'est le roman. Donc, pour ne pas tomber dans le piège, justement, du sentiment, les historiens font tout pour essayer de bannir ce qu'il y a de littéraire. Et bien souvent, ça donne une écriture froide, une écriture très distanciée, une écriture de Sirius, c'est-à-dire de très haute, très lointaine. Il ne faut surtout pas avoir de l'empathie, parce que sinon ça fait obstacle à l'entendement. Il ne faut pas être proche de son sujet ou détester son sujet. Il faut, il faut être neutre. Mais à un moment donné, la neutralité, de toute façon, l'objectivité, c'est absolument impossible. Et la neutralité, parfois, ça m'est impossible. Surtout quand on travaille sur ces questions de 14-18. À un moment donné, comment fait-on pour ne pas éprouver de l'empathie pour ces pauvres gars qu'on envoie à la mort? Donc moi, je m'efforce, hein, comme mes collègues historiens, à cette rigueur. Mais parfois, je viole les règles. Alors certains apprécient et me complimentent, mais d'autres n'apprécient pas et disent que c'est pas de l'histoire de faire cela. Mais voilà, il y a ce petit démon de la littérature en moi qui reprend le dessus. Est-ce que ça vous a un peu parfois décrédibilisé auprès de certains de vos collègues le fait de passer au scénario, tout en continuant à être officiellement historien? Alors c'est curieux, heureusement les choses ont évolué. Hein. Les choses ont évolué. C'est vrai qu'il y a 20 ans encore, la bande dessinée n'était pas bien considérée encore. C'était pas considéré comme le 9e art. À l'université, c'était mal vu. Aujourd'hui, les choses changent. Il y a des universitaires qui font de la bande dessinée, qui utilisent la bande dessinée dans leurs cours, pas seulement donc au primaire, pas seulement dans le secondaire, pas seulement au collège et au lycée, mais aussi maintenant à l'université. Donc les cloisons sont en train de tomber, mais néanmoins, il y a toujours une partie d'universitaires, une partie de l'académie. C'est une vieille dame, hein, l'université, qui considère que ça relève de l'enfantin, que c'est un sous-genre, que ça n'a pas d'intérêt, qu'on perd son temps, etc. Et j'ai pu encore le vérifier en 2014, puisque nous avions fait une exposition aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, en partenariat avec le MUSEM, avec des objets qui étaient prêtés par des musées, etc., et des planches de bande dessinée. On avait demandé le label de la mission centenaire, qui le donne pour nos bandes dessinées. Hein. Eh ben, figurez-vous qu'on ne l'a pas eu pour cette exposition. Elle nous a été refusée. C'est une exposition qui a eu le plus grand nombre d'entrées depuis que les archives départementales des Bouches-du-Rhône font des expositions. Eh bien, on n'a pas eu le label de la mission centenaire. Mais pourquoi? Alors qu'on avait des objets, des textes, des maquettes, enfin...
qui concerne le sujet, c'était les poilus du Midi, et on avait mis des planches de la faute au Midi, une BD de grand angle, qui était un petit peu l'articulation de l'exposition. Hein. À chaque thème, il y avait une planche, et puis après, il y avait des objets, des lettres, etc., de l'artisanat de tranchée, des soldats du Midi, qui étaient en rapport avec cette planche. On nous a refusé le label. On ne demandait pas d'argent, hein. C'est juste une forme de légitimité. Vous voyez que la bande dessinée, ça peut toujours déconsidérer. Oui, j'ai des confrères qui considèrent que oh, c'est pas très sérieux ce que je fais. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'en moque, tant pis. Alors, je reviens vers Marco, avec une question. Quand on a vécu, je ne sais pas, 6 ou 7 ans avec les personnages des Godillots, comment est-ce qu'on peut les arrêter, les abandonner et dire maintenant c'est fini, c'est terminé, je passe à autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas il y a la frustration du lecteur, est-ce qu'il n'y a pas la frustration des auteurs aussi? Et l'envie de les faire revivre une aventure, même après peut-être la Grande Guerre, ou pendant, je ne sais pas. En même temps, l'album est sorti il y a une semaine, donc j'ai pas encore fait mon deuil, je suis encore en plein... voilà. Non, c'est sûr que quand on... Plus que 7 ans, parce que l'aventure des Godillots a commencé en 2009, l'album est sorti en 2011, mais en 2009, et puis après il y a eu toute cette aventure. Les Godillots, plus que les Godillots ont amené à côté, donc le travail avec Jean-Yves et tout ça. Non, après c'est sûr que quand on crée des personnages, puis on se rend compte que le public les apprécie aussi. De toute façon, c'est la guerre, à un moment donné, il faut qu'elle s'arrête. Donc, la vie continue après. Moi, il y aura encore plein de choses que j'aurais encore envie de développer avec les Godillots. Des sujets de discussion que je pourrais avoir avec Jean-Yves. Mais voilà, on a que 2 mains, et Olière, le scénariste, est aussi parti sur plein de choses à côté. Moi aussi, j'ai d'autres séries. On va faire une petite pause en même temps. Après, voilà, il y a l'entre-deux-guerres. On va voir. C'est une période assez riche. Vous êtes spécialiste du XXe siècle, en particulier de la Première Guerre mondiale, mais vous avez d'autres thèmes de recherche et de travaux qui se tournent plutôt dans quelle direction? Alors c'est vrai que en tant que spécialiste de la Première Guerre mondiale, je vais bientôt me retrouver au chômage parce que le centenaire s'arrête. Et là, les éditeurs et de bande dessinée comme les éditeurs d'histoire ne veulent plus entendre parler de 14-18 parce qu'il y a eu une vague. Hein, et pendant 5 ans, ça a été 14-18 tout le temps. Et là, maintenant, il y a une saturation du public. Je ne sais pas du public, puisqu'il y a toujours beaucoup de projets, beaucoup d'intérêt de la part du public, mais en tout cas, il y a une saturation de la part des médias, hein, de la télévision, des éditeurs en histoire et des éditeurs de bande dessinée. Alors, il me faut me reconvertir, mais oui, je travaille sur le XXe siècle. J'ai fait ma thèse sur la Première Guerre mondiale, mais j'écris aussi sur les questions de genre, j'écris sur les rôles sexués. J'ai écrit sur l'abolition de la peine de mort. Je vais écrire un livre prochainement sur la dernière guillotinée. C'était en 1949. Elle avait tué son mari. Voilà. C'est pas de la bande dessinée, hein, c'est de l'histoire. Hein. On va dans les archives, dossier d'instruction, etc. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a jamais tué un homme pour avoir tué sa femme. En revanche, on guillotine toujours les femmes quand elles ont tué leur mari. Voilà, c'est bon, voilà un certain nombre d'ouvrages sur le pétainisme, etc. Et je vais moi aussi passer à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'un éditeur m'a demandé de travailler sur les années 20, les années 30, et puis je me rapproche de la Seconde Guerre mondiale pour dans 10 ans. Tu as dit toi aussi, mais moi je ne vais pas forcément passer à la Seconde Guerre mondiale. Hein. Moi, celle que je préfère, c'est celle de la Première. Hein. Voilà, comme disait Brassens. Hein. Mais c'est sûr qu'effectivement, comme on sait que la Seconde découle de la Première et qu'il y a tout ça, après, là, Jean-Yves vient de donner 2-3 anecdotes. C'est des départs de plein d'histoires, donc super. C'est vrai, il y a plein d'anecdotes autour de la guillotine. La peine de mort, et sur 14-18 même. Non. Comment parler de la guillotine en rigolant? Non, ah bah oui, par exemple, je ne me rappelle plus la date. Il y a, vous savez qu'à l'époque, au 19e siècle, il y avait beaucoup de bourreaux. Progressivement, on a réduit le nombre. Après, ça a été un bourreau par département. Puis après, ça a été un bourreau en France, un en Algérie. Puis après, plus de bourreaux du tout. Puis un seul bourreau et après, plus de bourreaux du tout. Bon. Mais avant, il pouvait y avoir un bourreau pour une ville. Hein. Il y avait de l'activité. Hein. Oui. Il faut dire aussi que la liste
Avant la Révolution française, il y a bien 60 cas qui vous envoient à la peine de mort. C'est quand même plus de 230 cas pour la Grande-Bretagne. Enfin, on est en train de s'éloigner de là. Donc, une petite enfant de 9 ans qui a joué avec des allumettes, qui a brûlé une maison, s'est retrouvée pendue, par exemple. Bon, des choses comme ça. Pour revenir à 14-18, il y a un lien avec l'histoire de la guillotine, c'est que... La guillotine qui a été amenée oui, en Belgique. en Belgique, oui, c'est ça. Il y a un petit morceau de la Belgique qui n'est pas envahi et ils ont condamné quelqu'un à mort. D'habitude, le roi gracie toujours depuis les années 1860, donc la peine de mort est déjà abolie en Belgique. Mais comme c'est la guerre et qu'il y a un tas de bons Belges patriotes qui meurent, eh bien, à quoi ça sert de sauver la tête d'un criminel? Donc, vous voyez que la guerre elle est en train de tout bouleverser. Le problème, c'est que pour l'exécuter, la Belgique est occupée, donc il y a une toute petite partie de la Belgique qui est libre, et donc pour l'exécuter, il faut demander que la France envoie le bourreau français pour aller raccourcir ce criminel belge. Et ça n'a pas été facile. Et donc il y a la guillotine qui part de Bordeaux, il me semble, hein, et qui va jusqu'en Belgique. Il y a eu un film qui a été tourné d'ailleurs sur le sujet. Voilà, mais oui, effectivement. Oui, le bourreau n'était pas du tout... il n'était pas content d'aller à côté du front pour devoir couper la tête d'un homme, parce qu'il avait peur. Hein. Il y avait des bombardements, il était terrifié. Mais sinon, il y a des histoires où il y a des bourreaux qui tombent de l'échafaud et qui se tuent, hein, vers 1849, quelque chose comme ça. Hein, une sorte de justice. Quand vous tenez un bon sujet comme ça, est-ce que votre premier réflexe est de vous dire tiens, je vais en faire un roman par exemple, ou un livre d'histoire, ou bien c'est de vous dire tiens, je pourrais en faire une bande dessinée, même si ça va être difficile en 48 pages ou en 54 pages de faire tenir tout ce que j'ai à raconter. De quoi va dépendre votre choix, soit du roman, soit du livre d'histoire classique ou de la BD? C'est très difficile. Oui, que des questions embêtantes, en effet. Moi, j'aimerais écrire du roman, mais le problème, c'est qu'il faut du temps. Il faut vraiment beaucoup de temps. Et le scénario de BD, il faut reconnaître que c'est quelque chose qui prend beaucoup moins de temps. En revanche, ensuite, la BD, le dessin, ça prend plus d'1 an, ou 6 mois quand on est expérimenté comme Marco. Mais le scénario... Alors, combien de temps en écriture d'un scénario? Là, tout dépend du sujet. Est-ce que j'ai besoin de me documenter ou pas? Quand c'est un sujet sur la Première Guerre mondiale, j'ai pas besoin de me documenter, donc je sais exactement ce que je vais raconter, et là, je peux l'écrire en 1 semaine. Quand j'ai besoin de faire des recherches... Ah oui. Oui. Mais quand j'ai besoin de me documenter, il faut que je lise tout un tas de livres avant de trouver ce que je vais raconter, l'angle, etc. Et donc là, ça peut demander plus d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Ah, un livre d'histoire classique, tout dépend aussi de ce qu'on écrit. Mais par exemple, vous voyez cette histoire de dernière guillotinée, c'est très simple. Je demande le dossier d'instruction aux archives départementales où ce dossier est conservé, sous dérogation, bien sûr, parce que c'est 75 ans le délai. Et une fois que je l'ai, donc j'attends 3 mois. Et une fois que je l'ai, je dépouille ce dossier. Je dépouille la presse locale, nationale. J'en ai donc pour 1 mois de recherche à tout casser. Et après 1 à 2 mois d'écriture. Mais là, c'est un sujet très limité. Là, c'est rapide, mais c'est un sujet très limité. Vous n'avez pas besoin de faire le tour de France des archives. Quand j'écris un ouvrage comme par exemple le 1918, par exemple, je raconte toute l'année 1918, c'est un livre d'histoire. Là, ça me demande 6 mois de recherche. Et encore, je pourrais y passer 10 ans. Je m'arrête au bout de 6 mois. Bon. Et puis, je me mets 6 mois d'écriture quasiment aussi. Donc là, c'est... Alors, je suis obligé de jongler. Oui. Pas toujours à plein temps. Pas toujours à plein temps, oui. Je suis obligé de jongler, oui. Mais j'essaye de travailler à plein temps. Parce qu'on travaille... Quand je suis en phase d'écriture, je réponds même plus à mes mails. Je les laisse en souffrance et j'attends de finir le chapitre. Oui, je trouve que je travaille beaucoup plus vite quand je suis en immersion. Je me lève le matin, j'allume l'ordinateur aussitôt, puis je me couche à minuit, mais y compris le samedi et le dimanche. Ça paraît une vie de bagnard, de forçat, mais en fait c'est formidable. C'est la phase d'écriture, c'est un grand bonheur. Et quand j'ai passé la moitié, j'arrive aux 3/4 du manuscrit, j'ai hâte d'en finir. Alors vous allez dire je suis complètement fou, j'ai hâte d'en finir parce que j'ai déjà en tête il faut que je me mette au prochain, tiens, il faut que j'aille dans telle archive, etc. Je voudrais finir pour déjà me remettre au... Oui.
Oui, oui, quand on termine, vite, on a envie de terminer. On a beaucoup de plaisir à écrire, mais on a envie de terminer parce qu'on on a envie, ouais, on a envie d'en faire un autre. De toute façon, la concentration pour un dessinateur, c'est jusqu'au bout, jusqu'à la dernière case. Donc, même si on a l'esprit projeté sur d'autres projets ou sur d'autres choses, de toute façon, on doit être concentré jusqu'à la dernière case. Donc, oui, pour le côté aussi, je comprends bien. Après, bon, la condition des auteurs fait aussi qu'on doit aussi toujours être en avance d'un ou deux albums pour pouvoir s'assurer la suite. Donc, voilà. Le top, ce serait de faire un album, se concentrer sur un album, attendre tranquillement, prendre un petit peu de repos, puis en faire un second, mais ce n'est pas le cas. Non. Sur quel projet vous travaillez ou quel projet vous avez en tête et quel est celui qui vraiment vous tient le plus à cœur et que vous aimeriez, sans révéler quoi que ce soit de... Je peux en parler parce qu'en plus le livre est sorti pas par nous, par contre. Voilà, nous on a un sujet pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans la Première Guerre mondiale. Il y a un best-seller qui est sorti, alors tu vas me dire, dans les années 20, je crois. Non, 78. Ah, 78, donc bien plus tard. C'est les récits de Bartas, qui était un tonnelier, qui a accepté le seul grade qu'il a accepté, c'est celui de caporal. Et il a écrit un récit à hauteur d'homme de la Première Guerre mondiale pendant les 4 ans. Et ce projet-là, on l'a en tête depuis des années. Et on vient de l'apprendre qu'en fait, il venait d'être sorti par un autre éditeur, sous une forme de bande dessinée. Voilà. Mais moi, après, j'ai des projets perso à côté, donc je continue la série Le Jour Où chez Bambou. Et après, on a d'autres choses en commun, parce qu'en fait, avec Jean-Yves aussi, j'interviens aussi en tant que storyboarder. C'est-à-dire que Jean-Yves fait les scénarios, je fais les storyboards, je recherche de documentation, et le tout est donné après à un dessinateur qui s'appelle Iñaki Olgado, qui dessine. La collection Verdun est faite comme ça. Donc ce trio-là fonctionne. Maintenant, la porte est ouverte pour faire plein de choses derrière. Oui, c'est-à-dire qu'avec Marco, il ne l'a pas dit, on ne va pas dire sur quoi on travaille. Oui, on s'est fait doubler sur quelque chose, on avait fait le scénario depuis longtemps, bon voilà, le bouquin est sorti, ça arrive très souvent, on se donne une idée en disant oh, j'aimerais travailler là-dessus, et puis on le voit sortir. Ah, on a peut-être un petit peu parlé, mais oui, Hervé, on lui en avait parlé, ouais. Il m'avait dit on attend un peu, voilà. Oui. Non. Et puis, mais ensemble. Après, il y avait un souci que ça devait tomber dans le domaine public à un moment donné, et on a attendu cette période-là, et en fait, c'est tombé avant, quoi. Oui, ça tombait dans le domaine public en 2022, donc je me suis dit on va peut-être attendre 2022. Bon, ça, on s'est fait avoir. Mais bon. Ça arrive. Moi aussi, il y a beaucoup d'ouvrages d'histoire. Des fois, j'ai un petit calepin, je note les sujets sur lesquels je voudrais travailler. Puis des fois, je les vois sortir en librairie. Bon, tant pis, j'en ai d'autres. À moi, par an, un ou deux, c'est beaucoup déjà. Oui, c'est déjà beaucoup. Si j'en fais deux, c'est beaucoup. On a un projet avec Marco, c'est plus qu'un projet, c'est démarré, ça sortira l'année prochaine, mais on n'a pas le droit de le dire. Et ça sera sur la Seconde Guerre mondiale, ça ne sera pas sur la Première. Ce sera un héros de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un rapport avec la région, hein, pas bien loin. Ok. Bon, merci. Est-ce que vous avez quelques questions à poser aux auteurs en tant que lecteur? Monsieur, avec le polo vert, est-ce que vous... Alors, est-ce que les auteurs voudraient ajouter quelque chose qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de dire pendant cette demi-heure de rencontre? Non. Non, vous n'avez pas précisé. Le prochain projet, vous avez dit, c'est... Oui. On va être tous les deux ensemble sur France Info, la chaîne, la télé, hein, le 11 novembre, le 10 peut-être aussi. Et... À toi le 11, bah alors on sera sans doute ensemble le 11. Je commenterai les cérémonies et Marco dessinera. Donc on fait une sacrée équipe, on se retrouve à la télé. Alors, je ne sais pas si je ferai un truc aussi jeté, mais j'ai 2 heures pour le faire, donc on verra. Eh bien, Et ben merci beaucoup. Merci Sophie.